la bronchiolite, c'est une maladie qui est consécutive à un virus. Le système immunitaire arrive à combattre les infections liées à ce virus, mais je porte le virus. Et en le portant, je suis capable de le diffuser à des personnes qui sont fragiles. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM jusqu'à 10h, on va commencer la première série d'émissions qu'on va consacrer à la bronchiolite. Mon invité s'appelle le docteur Sidney Seban. Bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour. Voilà, vous êtes pédiatre, spécialiste de la bronchiolite. Il est où le H de bronchiolite ? C'est une question qu'on nous posait hors antenne. Il est après le C. Ça vient de bronchioles, qui sont en fait les terminaisons des petites bronches chez les bébés. La bronchiolite, on est en pleine saison, hein, c'est parti là. C'est cela. Usuellement, en fait, le virus qui est à l'origine de cette infection des bronches et des bronchioles, donc chez les nourrissons, circule sur le nord de l'Europe et notamment le nord de la France entre le mois d'octobre et le mois de janvier. Donc on est là en ce moment, juste un petit peu après le pic épidémique. C'est plutôt une maladie d'hiver en fait. Oui, c'est une maladie d'automne en fait. Ouais. C'est une maladie d'automne. En fait, le virus circule à partir du mois d'octobre, novembre. Et l'acmé, on va dire, c'est-à-dire le pic L'acmé, ouais. des cas de bronchiolite se situe toujours en semaine 47, 48, parfois 49, donc juste avant le début du mois de décembre ou courant de décembre. Et la période des fêtes est propice à la contamination ? La période des fêtes elle n'est pas propice en fait au contraire, elle est plutôt propice à la séparation, on va dire, des enfants entre eux, puisque chacun repart dans sa famille, on n'est plus en collectivité, les bébés quittent les crèches. Les plus grands enfants qui sont aussi porteurs du virus vont aussi partir de l'école. Et donc, au contraire, pendant les fêtes de fin d'année, donc les vacances de Noël, on a tendance à avoir une diminution du nombre de bronchiolites par le fait que le virus s'en va un peu partout ailleurs. C'est une maladie qui est fréquente ? Oui, très fréquente, qui touche beaucoup de nourrissons, donc au même moment, celui de la circulation du virus. Et elle est très fréquente. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'une part, les bébés sont, on va dire, candides vis-à-vis de ce virus. Ils ne l'ont jamais rencontré jusqu'auparavant, donc leur défense immunitaire n'est pas aguerri vis-à-vis de cette infection. Et d'autre part, ils ont des petites bronches, qui est une caractéristique anatomique obligatoire, puisqu'on en est au début de la croissance du système respiratoire. Et donc, d'une part, à la fois l'absence de défense fait le lit d'une infection, on va dire, un peu plus importante chez le bébé, et d'autre part, le fait que ça touche les petites bronches, fait que ces petites bronches vont se boucher plus fréquemment et de façon plus importante, ce qui fait, on va dire, la traduction dans les faits par beaucoup de bébés qui, chaque année, vont être touchés par cette maladie. On dit que c'est 30% des enfants qui seraient concernés. Oui, statistique toujours valable. On n'a jamais vraiment compté tous ces bébés. En fait, les chiffres qui circulent de l'ordre de 400 000 bébés chaque année en France, ce sont des extrapolations à partir d'analyses qui avaient été faites maintenant il y a de nombreuses années, 1998 pour la première. Ça fait plus de 20 ans, c'est une extrapolation, mais un peu au doigt mouillé probablement. Qui n'a pas été remise à jour en fait. Qui n'a peut-être pas été remise à jour. Après, tout dépend qu'est-ce que l'on va compter effectivement à l'intérieur du vocable bronchiolite, parce que là, les problèmes d'appellation et de reconnaissance de la maladie peuvent diverger. Ça concerne des enfants qui ont quel âge ? En gros, jusqu'à quelques années en arrière, on parlait de bronchiolite jusqu'à l'âge de 2 ans. C'était la définition qui était usuellement, on va dire, diffusée. Pour autant, maintenant, on arrive à mieux comprendre effectivement cette maladie et penser que la terminologie de bronchiolite s'applique vraiment aux nourrissons de moins de 1 an. Alors, c'est pas parce qu'un nourrisson aura juste 1 an le lendemain qu'il n'aura pas une bronchiolite, en termes de spécification d'âge pour les bébés qui vont être atteints de cette maladie, mais il vaut mieux réserver effectivement l'appellation bronchiolite aux nourrissons de moins de 1 an, ce qui fera qu'on aura moins de chances, en tout cas, de les confondre avec de l'asthme du nourrisson. Alors, pourquoi après on parle plus de bronchiolite, par exemple, sur un enfant de 3-4 ans ? Alors,
Pourquoi ? Bien parce que, d'une part, lorsque un enfant a 3-4 ans, son système immunitaire s'est aguerri vis-à-vis de ce virus. Et donc, que la part de l'encombrement qui va être la conséquence, en tout cas au niveau des symptômes de l'infection virale, va diminuer dans l'expression des symptômes, puisque aussi les bronches d'un enfant de 3 ans ne sont pas les mêmes que celles d'un nourrisson de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et donc la tolérance à l'encombrement est bien plus importante, que la toux chez un enfant de 3 ans ou 4 ans est bien plus efficace que la toux chez un petit nourrisson de 6 mois. On reparlera de ce symptôme qu'est la toux. Dans tout ce que vous avez dit en début d'émission, c'est absolument pas ce que je lis sur tout ce qui s'est dit sur la bronchiolite cette année. C'est incroyable. Qu'avez-vous lu ou qu'avez-vous entendu ? Des enfants de 2 ans, enfin, vous voyez, c'est incroyable. Je pense qu'il y a un vrai problème de sémantique, il y a un vrai problème de mots et de dénomination. Je me dis que finalement, les journalistes reprennent les dossiers de presse ou les chiffres qui circulent des autres années. Vous voyez, chaque année, 400 000 enfants sont touchés par la bronchiolite. Et c'est ce qu'on relit à chaque introduction d'article. Vous pouvez regarder sur tous les journaux santé. Ça retentit sur un autre phénomène général un peu en santé, qui est celui de l'accès au savoir. Donc sur Internet, tout le monde peut avoir accès à la même information, qui est en général pas forcément remis à jour, mais savoir n'est pas comprendre. Voilà. Et donc le diable se niche dans les détails. Et voilà, tout le monde est en train de répéter les mêmes choses. Si je vous ai bien compris, il ne peut pas exister de bronchiolite de l'adulte. Alors, je suis pédiatre, alors je vais avoir du mal à me projeter effectivement sur la bronchiolite de l'adulte. Alors, il y a par contre la bronchiolite peut être aussi chez les personnes âgées quelque chose qui réapparaît, on va dire, sur le plan symptomatique. Et d'ailleurs, si jamais un jour on en viendra à parler de protection vaccinale contre le virus respiratoire syncytial, qui est l'agent majeur responsable des bronchiolites chez les tout petits, VRS, virus respiratoire syncytial, eh bien, il en est de même aussi chez les personnes âgées. En fait, si l'on peut oser ce parallèle, mais qui est tout à fait à la portée des auditeurs qui vont nous écouter, le concept de fragilité du nourrisson, fragilité pourquoi ? Eh bien, fragilité de son système immunitaire. Donc, j'arrive pas à m'adapter à des contraintes et on va dire à des agents infectieux qui me sont étrangers. Pourquoi ? Parce que je suis tout petit et que mon système immunitaire est en voie de construction. Eh bien, ce parallèle de la fragilité immunitaire du tout petit, il peut être aussi celui de la fragilité de la personne âgée. Pourquoi ? Que se passe-t-il chez la personne âgée ? Eh bien, il y a une diminution des fonctions immunitaires. Alors, dans les deux cas, en fait, on a la même susceptibilité aux infections. Et il ne faut pas s'étonner que l'on puisse voir à nouveau des bronchiolites chez les personnes âgées. Pourquoi ? Eh bien, parce que, à la fois, sur le plan immunitaire, on n'a plus la même réactivité que quand on est au cœur de l'âge. Et puis, d'autre part, eh bien, les bronches de la personne âgée peuvent se boucher très vite. Pourquoi ? Parce que, comme chez le bébé, eh bien, la toux ne sera pas efficace. Et c'est bien au cœur, on va dire, de la symptomatologie que se situe la toux et comment on va la prendre en charge. Faut-il la respecter ? Faut-il permettre aux sujets les plus fragiles de tousser plus efficacement pour avoir des conséquences moins importantes de la bronchiolite ? Et vous, en tant que pédiatre, que pensez-vous des gens qui veulent absolument combattre ce symptôme qu'est la toux, notamment avec des sirops antitoussifs ? Alors, la problématique est de savoir, mais pourquoi bébé tousse ? Que se passe-t-il et qu'est-ce qui explique effectivement la toux ? La toux, ce n'est pas simplement que la conséquence d'un encombrement des petites bronches. Si ça l'est, et si c'est bien l'encombrement des petites bronches qui est à l'origine de la toux, eh bien, il faut savoir la respecter. Pourquoi ? Parce que la toux, c'est le seul mécanisme que va utiliser bébé pour pouvoir se dégager. Alors, bien entendu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la toux n'est pas très efficace. Pourquoi ? Bien parce que la cage thoracique de bébé est molle. C'est une de ses aussi caractéristiques anatomiques. Elle est molle, ce qui fait que le volume que va, on va dire, mobiliser un bébé quand il va devoir tousser est petit.
petit parce qu'il a une petite cage thoracique, et d'autre part que ça, ce qu'on appelle la compliance thoracique, est très faible chez le bébé, du fait de la mollesse de sa cage thoracique. Ce qui fait que l'atout ne va pas être efficace. Donc chez le bébé, l'atout n'est pas efficace. Pour quelqu'un qui n'est pas un bébé, l'atout, ça sert à quelque chose et c'est efficace. Bien sûr. Imaginons, moi ou vous, vous avez des sécrétions dans vos bronches, ça va à un certain moment déclencher un certain nombre de réflexes qui vont faire remonter ces sécrétions à la surface. Mais vous allez pouvoir, vous comme moi, mobiliser un grand volume de réserve expiratoire. Si je tousse... Bon, j'ai mis mes mains devant ma bouche, oui, bien entendu. Mais des sécrétions sont remontées à la surface et bien entendu, par esprit de sympathie, je ne vais pas les expectorer, mais je vais les ravaler dans mon tube digestif. Ça, c'est dans le métro. Et donc, j'aurais fait, par ce biais, qui est un symptôme, l'atout, eh bien, un nettoyage, un drainage des sécrétions qui se sont accumulées dans la lumière bronchique. Mais finalement, les gens n'aiment pas ce genre de symptômes et le combattent. Donc, oui, ils ne devraient pas, en tout cas chez le tout petit ou chez la personne âgée. Pourquoi ? Parce que si on le combat, si on empêche de tousser, on ne permet plus en tout cas à bébé de pouvoir utiliser le seul moyen qu'il a de drainer ses bronches, si tant est que ce moyen est efficace, puisqu'on l'a rappelé tout à l'heure que compte tenu de ses on va dire prédisposition anatomique, la toux n'est pas très efficace chez le bébé, mais là on lui coupe le sifflet et donc on lui permet pas d'évacuer, en tout cas si tant est qu'il puisse le faire, les sécrétions qui se sont accumulées à partir de l'infection virale. Alors, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la bronchiolite. Comment est-ce qu'on peut la définir ? Alors, la bronchiolite, donc c'est une maladie qui est consécutive à un virus. Ce virus, le virus respiratoire syncytial, circule donc sur le territoire, sur le nord de la France, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, entre octobre et janvier, et puis sur le sud de la France, avec un gradient, on va dire, qui fait que le virus va s'étendre progressivement au sud de la France, et puis dans les pays du sud de l'Europe, voilà, plutôt à partir de janvier-février jusqu'au mois de mars. Donc voilà, donc le virus circule du nord au sud de l'Europe. Alors, sur son passage, donc, il va pouvoir contaminer des tas de gens, des grands, des tout petits. Le système immunitaire arrive à combattre les infections liées à ce virus, en général, en arrêtant sa progression aux alentours du rhinopharynx. C'est-à-dire que vous, comme moi, on va faire une banale crève, entre guillemets. Je vais avoir une rhinopharyngite, je vais avoir le nez encombré, peut-être que je vais avoir une petite sinusite, mais en l'occurrence, je porte le virus. Et en le portant, je suis capable de le diffuser à des personnes qui sont elles-mêmes fragiles ou qui n'ont pas les mêmes capacités de défense contre cette infection virale. Donc nous sommes, nous tous, porteurs de ce virus. Oui, tout à fait. C'est ça qu'il faut comprendre. La bronchiolite du petit, d'accord, c'est la rhinopharyngite du grand. Donc, on comprend de cette façon qu'il faut être vigilant vis-à-vis des plus fragiles pour ne pas les exposer à ce virus, eh bien justement, que nous on arrive à gérer très bien finalement. Petits, bien sûr, tout à fait. Vous allez avoir le nez qui coule. C'est ce qui va se passer d'ailleurs chez le bébé les premiers symptômes. Les premiers symptômes, ça reste l'arrivée du virus dans les voies aériennes supérieures. Je vais avoir le nez bouché, le nez qui coule, je vais commencer à tout sauter. Et puis progressivement, chez bébé, que va-t-il se passer ? Le système immunitaire n'est pas encore aguerri, donc il n'est pas capable de mettre en place les barrières de défense qui permettent de limiter l'infection au rhinopharynx. Donc, le virus respiratoire syncytial, lui, est un virus qui aime bien en tout cas les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures, et il va donc, comme de façon tout à fait assez banale finalement, suivre la progression des voies aériennes et aller coloniser l'ensemble des voies aériennes jusqu'aux bronches, voire jusqu'aux bronchioles, les toutes petites bronches. Que va-t-il se passer à ce niveau-là ? Eh bien, il va y avoir donc une réaction inflammatoire. Il va y avoir de l'hypersécrétion au niveau des petites bronchioles. Tout ceci va encombrer et va amener donc un certain matériel, on va dire, qui n'a pas sa place logiquement dans les petites bronches. Et donc, ça va, avoir des conséquences sur la capacité de bébé à respirer. Puisque si les bronches sont encombrées, que ces bronches sont déjà toutes petites, l'encombrement va avoir des conséquences en termes d'adaptation respiratoire de bébé. Donc votre bébé va devoir faire des efforts respiratoires
plus important que prévu. Mais on a parlé des premiers symptômes de cette bronchiolite. Donc là, on a laissé bébé qui a les bronchioles encombrées. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Bébé va avoir donc devoir s'adapter à cette nouvelle donne respiratoire. Les bronches sont encombrées, l'air arrive à rentrer dans les bronches, mais une fois qu'il est dans les petites bronches, eh bien, il a du mal à en sortir. Que va-t-il se passer ? Si bébé était un grand jeune homme comme vous ou comme moi... Un jeune homme, vous êtes gentil. Oui, c'est les fêtes, on en profite. Ouais. Eh bien, il aurait la capacité, d'une part, à tousser et à se dégager, mais aussi, il a, on va dire, des réserves respiratoires et des muscles respiratoires qui peuvent s'adapter à des contraintes de limitation, en tout cas, de l'air qui puisse rentrer ou sortir des voies aériennes. Ce qui n'est pas le cas de bébé, parce que sa musculature, elle est très faible. Pour respirer, il compte sur son diaphragme, qui est le gros muscle qui sépare la cage thoracique, qui est une espèce de gros piston, d'accord, qui permet d'emplier puis de déplier, en tout cas, les poumons. Mais en dehors du diaphragme, eh bien, ces autres petits muscles respiratoires n'ont pas beaucoup d'efficacité et n'ont pas beaucoup d'endurance. Si vous voulez bien faire marcher vos muscles, il vous faut à la fois un carburant et un comburant. Le comburant, c'est l'oxygène, d'accord ? Le carburant, c'est le sucre. D'où vient le sucre chez bébé ? Le lait ? Oui, le lait contient du lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait. Mais si bébé est gêné pour respirer, il va préférer respirer que s'alimenter. Et donc, c'est un symptôme qui doit alerter les parents. Bien entendu. Ça veut dire que si bébé préfère respirer que s'alimenter, d'une part, la première chose que vont constater les parents, eh bien, c'est une diminution de la capacité de bébé à pouvoir prendre son biberon. Donc, c'est un point de vigilance quand même très important pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est un indicateur. Deuxièmement, en dehors de ça, étant donné que bébé préfère respirer que s'alimenter, il va devoir faire des efforts respiratoires pour lesquels ses muscles ne sont pas endurants. Et étant donné qu'il ne s'alimente plus ou qu'il s'alimente moins, eh bien, il a moins d'apport énergétique. Donc, ses muscles vont aussi avoir du mal à s'adapter à la contrainte. Donc, on rentre dans une espèce de cercle vicieux. Je m'alimente moins parce que je veux respirer, mais en m'alimentant moins, finalement, j'ai moins d'apport énergétique et donc mes petits muscles vont avoir du mal à faire l'effort nécessaire pour respirer efficacement. Et donc toute cette symptomatologie, tous ces symptômes qui vont donc apparaître au décours de l'évolution de la bronchiolite, j'ai d'abord le nez qui coule, je commence à tousser, puis je commence à être gêné pour respirer, je suis gêné pour respirer, je commence à moins bien m'alimenter. Cette genèse des symptômes, ce théâtre finalement de l'apparition de l'infection du virus respiratoire syncytial, ça va durer selon les bébés entre 2 et 3 jours. Donc il y a le début de la symptomatologie, le début de la maladie est quand même un point fondamental à surveiller pour essayer de prédire son évolution. Et c'est toujours le nez qui coule. Ça commence toujours par le nez qui coule. D'accord. Et puis, secondairement, le virus va, comme disent si bien les mamans, tomber sur les bronches. Ça passe du nez, puis dans la gorge, puis dans la trachée, puis dans les bronches, puis dans les toutes petites bronches. Donc les mamans font bien, et il faut leur faire confiance. Elles sont de remarquables observatrices de leur bébé, et elles arrivent à vous dire, en 2 ou 3 jours, je comprends pas, bébé a fait simplement le nez qui coule, tout se passait bien, et puis le rhume est tombé sur les bronches. Cette fameuse phrase que l'on entend quand même souvent de la part des parents. Est-ce qu'il y a un bruit particulier ? Oui, parce que lorsque les petites bronches, elles sont bouchées, lorsqu'elles sont obstruées, forcément, l'obstruction dans un tuyau va générer une limitation des flux. Et donc, les flux qui ne sont plus, on va dire, et là on pourrait faire de la physique, mais qui ne sont plus laminaires, vont générer
parce qu'ils ont une gêne à l'expiration, vont générer chez les bébés qui ont cette gêne expiratoire un bruit très particulier qui s'appelle le wheezing. Le wheezing, il est lié, le sifflement expiratoire, il est lié à l'obstruction des petites bronches. Pour autant, et c'est un point aussi qui est toujours délicat à interpréter pour le médecin, est-ce que cette obstruction des bronches, elle est liée à un rétrécissement par l'encombrement des bronchioles générés par l'inflammation virale, ou est-ce qu'elle est liée aussi de temps en temps à un spasme des bronches lié à un excès de rétraction des petits muscles qui entourent les bronches. Je m'explique. Ah, c'est les questions que tu poses le médecin. Hein. Bien sûr. Ouais. D'accord. Mais y a-t-il, en tout cas dans la bronchiolite, et c'est pour ça que de temps en temps, le distinguo entre bronchiolite et asthme du nourrisson est délicat à faire. Ouais. Est-ce que les symptômes d'obstruction, le sifflement respiratoire, l'augmentation de la fréquence respiratoire, la mise en action d'un certain nombre de muscles, petits muscles respiratoires accessoires en complément du gros muscle qui est le diaphragme, est-ce que c'est la conséquence de l'encombrement des bronches ou est-ce que c'est la conséquence du spasme des bronches? Et comment est-ce que vous posez certainement le diagnostic? Alors dans ces cas-là, quels sont les outils que vous avez à votre disposition? Alors, là, nous avons comme outil prédictif de savoir, mais c'est bien de connaître la maladie, c'est encore mieux de connaître le malade. À qui ai-je affaire? Quel est en quelque sorte là, c'est l'individu? C'est un jeune malade. Hein, c'est un jeune malade, ouais. Tout à fait. Mais pour autant, il a beau être jeune, ce qui nous intéresse, en tout cas en pédiatrie, mais ce qui intéresse aussi les médecins généralistes, c'est quel est son passé? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'ont eu comme maladie ses parents? Est-ce qu'il y a de l'asthme dans les antécédents? Quelles sont les conditions de naissance de notre bébé? Est-il né prématuré? Est-il né avec un poids de naissance trop petit? De façon prédictive, est-ce que ce bébé a des facteurs de vulnérabilité particulière par rapport à d'autres qui feraient sortir la boîte à neurones, d'accord, et réfléchir sur ce malade particulier en se disant, tiens, peut-être que celui-là, il a des prédispositions particulières à faire peut-être soit une bronchiolite plus sévère qu'un autre, soit peut-être un asthme du nourrisson qui va générer parfois exactement la même symptomatologie ou les mêmes symptômes pour me faire mieux comprendre. D'accord. Est-ce que dans votre pratique, dans ce que vous avez observé, il y a des difficultés à faire la différence entre les deux? Oui, parce que les symptômes sont exactement les mêmes. Donc la présentation, on va dire, clinique, comme on dit dans notre jargon, la présentation des symptômes va être strictement identique dans les deux cas. Sans compter qu'il puisse y avoir aussi ce qu'on appelle d'autres diagnostics qui peuvent aussi emprunter les mêmes ressorts. Et donc là aussi, le médecin va être vigilant pour dire, peut-être que bébé siffle parce qu'il a une bronchiolite, peut-être que bébé siffle parce qu'il a peut-être un asthme déclenché par le virus, mais peut-être aussi qu'il a d'autres pathologies, et il faut être toujours vigilant et reprendre, on va dire, l'histoire depuis le début si on a le sentiment que ça n'évolue pas comme une bronchiolite classique. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait donc être très observateur dans les 72 premières heures de la maladie. Qu'est-ce qui se passe ensuite et qu'est-ce qui fait que les parents pourraient être alertés que quelque chose ne va pas bien? Alors, c'est pas très compliqué à comprendre. Effectivement, les 72 premières heures de la maladie, d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé, dans ses dernières recommandations qui sont parues à la mi-novembre dernier, met en avant d'ailleurs ce délai des 72 premières heures, 48-72 premières heures, parce que c'est là où ça va être le plus compliqué pour bébé, en tout cas, à gérer l'infection virale. Après les 72 premières heures, le système immunitaire commence à s'adapter, la capacité du virus à se multiplier commence à décliner,
c'est comme un cycliste qui montrait le col du Tourmalet pendant le Tour de France. Eh bien, la montée est quand même beaucoup plus difficile que la descente. Donc, l'idée, c'est pour les parents, mais aussi pour le médecin, de repérer jusqu'à quel moment, effectivement, ça va être délicat à gérer pour le bébé. C'est 72 heures, pour d'autres, ça peut être un petit peu plus longtemps. On peut comprendre qu'en fonction de l'âge de bébé, et plus on est tout petit, eh bien, plus la montée du Tourmalet va être peut-être longue. Donc c'est important là aussi d'être vigilant chez les plus petits. Alors quel âge doit-on déterminer pour être vigilant ? Il faut être vigilant à tout âge, mais spécifiquement pour les plus jeunes, notamment les moins de 6 mois. Parmi les moins de 6 mois, peut-être être encore plus vigilant chez les moins de 3 mois, et peut-être chez les moins de 3 mois, être vraiment sur le qui-vive pour les moins de 6 semaines. Mais les parents paniquent vite, surtout quand ils commencent à entendre les fameux sifflements. Donc là, quelle est la conduite à tenir ? À quel moment, en fait, on va aux urgences ? Alors, d'une part, avant d'aller aux urgences, on peut déjà consulter son médecin. Oui. Vous avez l'air de douter. Non, si, bien sûr. On peut consulter son médecin et on peut déjà aussi... Je vous dis ça parce que le réflexe, malheureusement, nous vivons à Paris, mais le réflexe peut rapidement être d'aller aux urgences quand on habite Paris. De façon, on va dire, pronostique. C'est-à-dire si on fait des statistiques et si on parie. 95% des bébés atteints de bronchiolite ne vont pas être hospitalisés. Ça veut bien dire que, bien sûr, l'idée, c'est de repérer parmi cette masse très importante de nourrissons qui vont tomber malades en même temps, quels sont ceux qui doivent aller à l'hôpital parce qu'ils ont une mauvaise tolérance de la maladie, d'accord ? Et là, on va être très vigilant vis-à-vis des plus petits, mais aussi quels sont ceux qui ont des critères de vulnérabilité chez lesquels il faut être particulièrement vigilant au décours de l'évolution. On ne peut pas prévoir à l'avance qui va aller à l'hôpital de qui ne va pas y aller. Donc c'est important de s'intéresser sur quel est le retentissement de la maladie et à quel malade ai-je affaire. Est-ce qu'il a des critères de vulnérabilité qui me feraient dire à l'avance, tiens, celui-là, je vais avoir à la fois dans l'information que je vais donner aux parents, mais aussi dans le circuit de soins que je veux proposer et le circuit de surveillance, eh bien moi en tant que médecin, je vais me demander si ce bébé n'aurait pas intérêt, d'accord, à être surveillé de façon plus proactive par d'autres professionnels de santé et qui connaît bien la bronchiolite et qui connaît bien effectivement l'adaptation du système respiratoire, qui connaît bien les muscles, eh bien ce sont les kinésithérapeutes. Et donc je vais aussi mettre dans la boucle des kinésithérapeutes pour pouvoir peut-être surveiller de façon régulière et de façon proactive ces bébés qui ont des critères de vulnérabilité peut-être plus importants que d'autres. Donc, la réflexion que doit porter le médecin, mais auquel il doit associer les parents, parce que c'est logique de pouvoir compter sur les intelligences de tous et de toutes. Et compter sur les intelligences de toutes et de tous, eh bien, c'est de les informer et de leur dire qu'est-ce qu'il faut surveiller. Donc, les 72 premières heures. Comment bébé est capable de s'alimenter ? Puisque les nourrissons sont essentiellement alimentés jusqu'à l'âge de 5-6 mois, puisque c'est vers 5-6 mois qu'on commence à les diversifier, mais leur alimentation, elle est essentiellement liquide. Ils prennent des biberons, où ils sont allaités. Enfin, la majorité des nourrissons français prennent plus de biberons qu'ils sont allaités au sein. Donc, si on doit passer un message, et le seul message très important à passer que les parents puissent bien comprendre, et notamment les mamans au premier chef, eh bien, c'est observer comment votre bébé est capable de s'alimenter, et notamment la quantité de l'alimentation. Si votre bébé est capable de prendre plus de 50% de sa quantité habituelle de biberons, c'est que l'effort respiratoire qu'il doit fournir est compatible, d'accord, avec une surveillance à la maison, un retour éventuellement chez le médecin et une prise en charge conjointe en réseau par les kinésithérapeutes. Si on descend sous ce seuil, c'est là qu'il faut soit reconsulter, soit aller aux urgences. Mais voyez que c'est finalement
une circonstance qui est relativement rare dans l'évolution. 50%, ça c'est le chiffre que vous devez retenir. Oui, 50% de la quantité habituelle que prend votre bébé. Pourquoi ? Parce qu'un bébé de 3 mois ne va pas prendre la même quantité qu'un bébé de 6 mois. Donc 50% par rapport à sa ration habituelle. Est-ce que les filles et les garçons sont concernés de la même façon par la bronchiolite ou pas ? À peu près. Mais c'est vrai qu'il y a une plus grande proportion de garçons qui font des bronchiolites, et notamment des bronchiolites un peu plus sévères. Et pourquoi alors ? C'est très très difficile à déterminer. Ce sont des chiffres qui ressortent des statistiques et du dénombrement, en tout cas des bébés que l'on peut compter lorsqu'ils vont à la fois aux urgences et puis lorsqu'ils restent hospitalisés. Mais enfin, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est loin d'être la majorité des bébés qui vont être hospitalisés pour une bronchiolite. La plupart d'entre eux vont pouvoir rester à domicile et vont pouvoir être surveillés par le couple de soins primaires, comme on dit, que représentent le médecin et le kinésithérapeute. Bien, alors la bronchiolite, c'est un virus, comme vous le disiez tout à l'heure, et donc dans ces cas-là, les antibiotiques ne sont pas efficaces. Alors, il ne faut pas non plus en faire un dogme. C'est-à-dire que, là aussi, ce que l'on peut être amené à prescrire pour un nourrisson, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme une injonction qui dirait pas d'antibiotiques pour les bronchiolites. Non, je crois qu'il faut surveiller l'évolution de la maladie. Si bébé reste fébrile et au-delà de 38,5 et plus de 48 à 72 heures, il va falloir revoir sa copie. Et revoir sa copie, c'est dire c'est peut-être plus qu'une infection virale. S'il y a peut-être, en même temps que le virus, une infection bactérienne. Et comme je vous le disais aussi en préambule, notre bébé en question, il a un système immunitaire qui est extrêmement fragile. Il a un système immunitaire candide. Il est, on va dire, naïf vis-à-vis d'un certain nombre de virus comme de bactéries. Donc il est très important d'être vigilant sur aussi la persistance de la température. Donc, 2 choses à surveiller, la fièvre, la persistance de la fièvre, aussi la capacité de bébé à bien se comporter même s'il a de la température, mais aussi et surtout, mais on est revenu sur ce grand principe fondamental, la quantité de biberon qui est capable de prendre bébé. Mais est-ce qu'il y a un médicament de la bronchiolite ? Alors, il n'y a pas de médicament dans la bronchiolite. Je voulais dire un médicament spécifique finalement. Non, il n'y a pas de médicament spécifique. Tout à l'heure, nous avons justement, nous sommes revenus sur le grand principe qui était de dire qu'il fallait respecter la toux chez le bébé, que cette toux n'était pas très efficace et que effectivement, on pouvait proposer des techniques de désencombrement des voies aériennes inférieures et donc de techniques de désencombrement des bronches et des bronchioles chez les nourrissons à partir des techniques de kinésithérapie respiratoire. Pour autant, et je voudrais faire une petite digression, si vous me le permettez, pour que les gens comprennent bien aussi le sens des dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui sont quand même des recommandations et un travail remarquable qu'a fait la Haute Autorité pendant près de 18 mois, avec près de 1000 articles qui ont été screenés, plus de 360 articles qui ont été analysés de façon plus importante. Donc c'est un travail de mise à jour des connaissances en matière de bronchiolite qui est très important. Que nous disent ces recommandations en matière de médicaments ? Que nous n'avons pas trouvé effectivement et qu'il n'y a pas aujourd'hui de médicaments dont l'efficacité soit prouvée. Alors, il faut quand même donner des explications sur le mot efficacité. Qu'est-ce que l'on entend par efficacité et quels vont être les critères d'efficacité que nous allons retenir pour évaluer tel médicament ou telle technique ? Si l'on veut être efficace dans une maladie infectieuse, par exemple la bronchiolite, qui est liée à une infection virale, le virus respiratoire syncytial, il faudrait avoir un antiviral pour diminuer l'infection virale ou pour empêcher que le virus se multiplie. Or, il n'y a pas aujourd'hui d'antiviral efficace contre le virus respiratoire syncytial, ce qui fait que tous les médicaments que l'on va proposer à bébé ou toutes les techniques que l'on va lui proposer ne sont que des techniques qui peuvent agir non pas sur la cause, et donc sur le virus, mais agir que sur le symptôme, c'est-à-dire la conséquence de l'infection. Or, si vous n'agissez que sur les conséquences, vous n'allez rien
changer à l'évolution générale de la maladie. Vous ne la raccourcirez pas. Vous l'accompagnerez au mieux, mais vous ne raccourcirez pas le délai de guérison. Si je fais un parallèle avec quelque chose que connaissent très bien vos auditrices et vos auditeurs, c'est le parallèle avec l'infection par le virus de la grippe. Le virus grippal, un peu comme le virus respiratoire syncytial, va donner effectivement une infection des voies aériennes supérieures, mais aussi bien d'autres organes à l'intérieur de notre corps, va donner beaucoup de fièvre, et dans ce cas-là, bien entendu, si on ne prend pas un antiviral dès le début de la maladie, eh bien, le TGV est parti, en l'occurrence, celui-là, il est bien parti, mais il est parti, et pour l'arrêter, eh bien, il ne va falloir compter que sur le système immunitaire. Donc, l'infection, votre maladie grippale va durer entre 6, 7, 8 jours. Mais elle passe d'elle-même. Elle passe d'elle-même. Si vous êtes en bonne condition, et si vous avez un système immunitaire qui fonctionne bien, effectivement, vous allez passer, on va dire, cette maladie, la grippe, avec plus ou moins de dégâts, mais en général, vous allez quand même largement y survivre. Mais si vous avez des conditions délicates, si votre système immunitaire ne marche pas, tout petit bébé, personnes âgées, personnes immunodéprimées, personnes qui reçoivent des traitements immunosuppresseurs, personnes qui ont des maladies chroniques, eh bien forcément la grippe diabète, va être parfois une grippe grave. Eh bien, le virus respiratoire syncytial, même sans avoir la même morbidité que le virus de la grippe, eh bien ça va être la même chose. Alors pour la grippe, puisqu'il n'y a pas de traitement, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Eh bien, hydratez-vous. Prenez du paracétamol. Prenez par exemple de l'ibuprofène. Mais tout ceci n'aura qu'une action que sur le symptôme et pas sur la cause. Donc la maladie va durer exactement le même temps, la même durée. Donc le paracétamol n'est pas efficace contre la grippe. Par contre, il va vous diminuer un peu les courbatures, le mal de tête, les maux de tête, etc. Voilà. Donc vous aurez quand même un accompagnement on va dire, mais plus ou moins satisfaisant. Mais ne soigne pas la grippe. Eh bien, pour le virus respiratoire syncytial, on va donc faire exactement le même parallèle. Tous les médicaments que nous avons testés, que ce soit des anti-inflammatoires comme la cortisone, que ce soit des bronchodilatateurs, des médicaments qui dilatent les bronches et que l'on utilise notamment chez les patients asthmatiques, eh bien, ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. C'est-à-dire qu'ils ne raccourcissent pas la durée d'évolution de la maladie. Pour autant, dans certains cas, mais pas dans tous, ils peuvent améliorer les symptômes. Mais c'est exactement ce qui se passe avec la kinésithérapie respiratoire. Personne n'a jamais prétendu que la kinésithérapie respiratoire allait guérir les bébés. La kinésithérapie respiratoire, ce n'est qu'un traitement fonctionnel des symptômes respiratoires. Donc, de la capacité de bébé à éventuellement mieux drainer ses sécrétions et accompagner une toux qui ne serait pas suffisamment efficace. Alors oui, docteur Sinès-Eban, on fera une émission justement pour en parler de cette kiné respiratoire. Donc ce qui veut dire qu'en cas de bronchio, elle va partir de façon tout à fait naturelle. Oui, l'évolution naturelle de la maladie est dans l'immense majorité des cas satisfaisante. Comment peut-on accompagner au mieux bébé au décours de l'évolution ? Comment peut-on faire en sorte qu'il puisse mieux s'alimenter, mieux respirer, et éventuellement mieux dormir ? Et par la même conséquence, que ses parents dorment mieux, et les voisins également. Donc là, effectivement, on ne peut agir que sur le symptôme, donc faciliter effectivement le drainage bronchique par des techniques de mobilisation et d'augmentation du flux respiratoire de ces bébés, permettant quand même d'améliorer en tout cas la capacité et l'efficacité de la toux. Quel lien vous faites, vous, entre la bronchiolite et l'asthme ? C'est la même famille de maladies ou ça n'a rien à voir ? Alors, il y a pour certains bébés effectivement un continuum, c'est-à-dire que pour certains d'entre eux, il va falloir être vigilant sur la répétition des épisodes de bronchiolite. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on en a fait un qu'on n'en fera pas un autre. Tout à fait. Mais là aussi, on se situe dans une dimension un peu prédictive. Comment savoir si un bébé de 6 mois, à l'occasion d'une bronchiolite, ne va pas commencer en fait sa maladie asthmatique ? C'est rare.
Mais c'est un défi auquel on est confronté quotidiennement, en tout cas, nous médecins, vis-à-vis de donner des informations aux parents. Parce qu'ils ont bien entendu ou ils ont bien regardé sur Internet qu'il y avait une espèce de parenté entre bronchiolite et asthme. Pour autant, loin s'en faut, la plupart des bébés qui vont avoir des bronchiolites ne vont pas devenir asthmatiques. Une certaine partie d'entre eux, oui, peut-être. Et puis, vous aurez des enfants asthmatiques qui ne passeront jamais par la case bronchiolite. Aussi. Donc là, la réflexion, elle est à mener vis-à-vis des antécédents, à qui ai-je affaire. On en revient, voilà, c'est ça, aux études. Mais l'asthme chez les enfants, ça arrive à quel âge ? Eh bien, à tout âge. On peut, en tout cas, l'asthme du nourrisson peut de temps en temps se déclencher, à l'occasion d'une deuxième ou d'une troisième épisode de bronchiolite, entre guillemets. En tout cas, la réitération des bronchiolites doit faire penser peut-être qu'il y a une inflammation de fond au niveau bronchique qu'il serait justifié de prendre en charge et de ne pas simplement s'attacher à ne regarder que les épisodes séparément les uns des autres. Je m'explique là aussi. C'est bien de traiter les épisodes de soins, c'est bien de traiter les épisodes de gènes respiratoires qui sont déclenchés par un certain nombre de virus, notamment en automne et en hiver. C'est encore mieux de regarder quel est l'enfant auquel nous avons affaire et de savoir si cet enfant n'aurait pas des prédispositions, peut-être, à avoir une inflammation bronchique qui va perdurer. Et à ce moment-là, l'idée n'est pas simplement que de traiter que les épisodes les uns après les autres, mais d'essayer de traiter le bébé dans son ensemble et le fond du problème, c'est-à-dire l'inflammation bronchique chronique, en quelque sorte. On l'a vu tout à l'heure, c'est très contagieux, donc parents, vous pouvez être porteurs du virus. Quels conseils on peut donner aux parents, conseils d'hygiène, de vie, d'aération ? Mais c'est fondamental. C'est fondamental et je pense que je vous en faisais part en aparté. Qui connaît bien, guérit bien. Punchline de médecin, ça c'est les punchlines de pédiatre. Hein. Qui connaît bien, guérit bien, ça veut dire aussi être proactif vis-à-vis de son bébé. Sans, là aussi, stresser les parents, mais il faut qu'ils soient bien conscients de la fragilité de l'être dont ils sont responsables. La fragilité du tout petit, c'est cette fragilité justement immunitaire, c'est cette difficulté en tout cas à mettre en œuvre des grandes fonctions respiratoires, digestives, neurologiques, psychomotrices, j'en passe et des meilleurs, pendant les 2 ou 3 premières années. Donc on est responsable d'un être qui est fragile et donc à nous, effectivement, de ne pas l'exposer à des situations qui peuvent être délétères pour lui. Donc, prendre conscience qu'on a un être fragile et que lorsque nous-mêmes nous sommes malades ou lorsque la fratrie, les plus grands frères, les grandes sœurs, sont malades, il faut savoir protéger le tout petit. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui a été quand même très utile pour la communauté, on va dire l'intérêt général en ce moment. C'est le fait d'avoir été confronté en 2009 à la pandémie grippale dite H1N1. Rappelez-vous, à ce moment-là, il y a eu quand même une prise de conscience, du fait qu'on devait mettre en place des mesures barrières lorsque nous-mêmes nous étions malades. Ou lorsque, si nous n'étions pas malades, nous protéger en se lavant les mains, notamment. Simplement un geste très simple. Et les masques ? Et les masques. Alors, les masques, la difficulté des masques, c'est plus une difficulté, on va dire, un peu sociologique. Si on va au Japon, tout le monde a les masques. Mais en France, en Asie, il y a beaucoup de gens avec... C'est rare que nous ayons des masques, sauf lorsqu'on est en secteur ou en établissement de santé, bien entendu. Mais une maman pourrait très bien avoir des masques aussi lorsqu'elle allaite son bébé ou si elle prend soin de son bébé lorsque elle-même elle est enrhumée. On peut dire aussi aux grands frères ou aux grandes sœurs de ne pas approcher le tout petit. Il faut savoir protéger le tout petit. On peut aussi prendre la précaution de, bon là c'est plus facile en ce moment, mais de ne pas amener bébé dans les transports en commun. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est plus facile en ce moment, vous avez bien raison. Mais j'insiste auprès de vous que grâce
aussi de temps en temps aux grèves des transports, eh bien, les épidémies de grippe ou les épidémies de bronchiolite sont moins importantes puisqu'il y a moins de diffusion du virus. D'autre part, on peut aussi prendre la précaution de ne pas amener bébé dans les restaurants, dans les grands supermarchés. Éviter là où il y a effectivement une exposition plus facile de bébés au virus. Alors, pour les collectivités, notamment les crèches, c'est plus difficile. Alors, je vous rappelle quand même que les bébés sont admis en crèche en France à partir de l'âge de 4 mois. Ouais. Okay, donc, on peut comme ça éviter de mettre vraiment les tout petits. Mais ce qui n'empêche pas quand même les plus grands d'être aussi à l'occasion de la diffusion du virus. Donc, de temps en temps, eh bien, savoir peut-être retirer précocement ces bébés lorsqu'ils sont malades. Bien, merci Dr Sidney Seban d'avoir été avec nous. Et très prochainement, nous organisons une émission donc sur la kinésithérapie respiratoire. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir.